Nous voudrions entendre Matata Ponyo, pas devant moi, mais nous voudrions l'entendre devant la justice, devant la barre. Il a dépensé 200-250 millions de dollars. Mais si vous détournez les fonds publics pour construire vos universités privées et commencer à gagner de l'argent sur une université privée, chaque décision à prendre, apparemment, il doit y avoir des concertations avec son copain de Kingakati. Que les étrangers nous donnent des conseils, mais qui nous laissent libres. La présidence de la République pourrait prendre l'initiative aussi. C'est pour cela qu'on les paye et qu'on leur paye de gros salaires. Bonjour mesdames et messieurs, merci de faire confiance à votre chaîne de télévision Elite Télévision. Je suis très ému de vous savoir très nombreux, scotchés, branchés, justement pour suivre cet entretien avec le docteur Noël Tiani Mwadian Vita, qui est auteur du plan Marshall pour le développement de la République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons échanger autour de plusieurs thématiques, entre autres le problème de la CENI, également les 13 parlementaires qui ont eu l'initiative de bien vouloir faire la réforme de la CENI, également la coalition FCC et CAJ, et pourquoi pas le problème de Bukangalonzo. Alors suivez, on se retrouve tout juste après. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi le plan Marshall de Noël Tiani? Oui, d'abord, je voudrais vous remercier de me recevoir dans votre média. Le plan Marshall de Noël Tiani pour la reconstruction et le développement de la RDC est une vision de développement de notre pays. Vision de développement ayant pour objectif de sortir le Congo du sous-développement dans lequel nous sommes plongés actuellement pour devenir pays émergent en l'espace de 15 ans, créant au passage des emplois pour tous ces Congolais qui sont au chômage, mais également mettant en place des infrastructures de base qui nous font cruellement défaut, telles que amener de l'eau potable, de l'électricité, des services de télécommunications dans tous les ménages congolais, construire les infrastructures de base telles que les routes, les chemins de fer, les aéroports pour relier toutes les provinces de la République, diversifier l'économie nationale pour que nous puissions transformer localement les matières premières nombreuses de notre pays en produits semi-finis, produits finis à l'intérieur du Congo, ce qui va créer des emplois pour le peuple congolais et enfin améliorer le niveau de vie de la population congolaise. Comme vous le savez, nous sommes classés comme étant l'un des pays les plus pauvres du monde, malgré le fait que nous avons tout plein de ressources naturelles. Nous voulons changer ce paradigme pour que les Congolais vivent mieux et du travail et se sentent à l'aise à vivre dans leur pays, qu'ils devront traiter comme un pays souverain. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la souveraineté, mais nous trouvons que la souveraineté est sur papier. Mais dans la pratique, il y a beaucoup de choses qui sont contraires à notre souveraineté. Par exemple, notre monnaie nationale est le franc congolais, mais nous utilisons des monnaies étrangères et le dollar américain qui représente 95% de la masse monétaire du pays. Donc, nous voulons changer tout ça pour que le Congo redevienne un pays prospère, stable, équitable, dans lequel les Congolais vivent partout en sécurité et se sentent donc à l'aise dans leur pays. Alors, docteur Tiani, dites-nous, quelle crédibilité a ces plans Marshall aujourd'hui au niveau du gouvernement? Ou quelles sont les démarches que vous effectuez déjà pour que ces plans Marshall puissent trouver sa place dans la chose publique? Le plan Marshall que j'ai écrit de ma propre main, c'était une vision de développement très crédible. Et je vais vous dire pourquoi. Vous savez, chacun son métier. Trésor Mputu est très bon quand il joue au football. Vous lui donnez la balle, il marque. Mantampi est très bon comme gardien de but. Et Noël Tiani est très bon dans le domaine du développement. J'ai fait 40 ans à travailler dans le domaine du développement. D'abord dans les banques commerciales et d'investissement à New York, dans le Wall Street. Et après, pendant 30 ans, j'ai été à la Banque mondiale à Washington. J'ai couvert 5 continents, 85 pays différents. J'ai développé des pays. C'est ça le métier que je sais faire mieux. Donc, en prenant l'initiative d'écrire ce plan pour la République démocratique du Congo, j'ai écrit ce plan avec ce que j'appelle la main experte. Je suis bon dans le domaine du développement, comme Trésor Mputu est très bon dans le domaine du football. Donc, il n'y a pas possibilité que je puisse rater de marquer le but dans ce domaine qui est le mien. Alors, ma préoccupation, c'était de savoir, avez-vous déjà trouvé des approchements par rapport à ces plans Marshall au niveau de l'exécutif? Oui. Avant
l'élection présidentielle de décembre 2018, j'ai présenté mon plan Marshall à tout le peuple congolais, y inclus aux politiciens congolais qui se sont inspirés de mon plan. Dans le cadre du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, je préconise que nous puissions mécaniser l'agriculture, l'élevage et la pêche pour produire localement tout ce dont nous avons besoin pour notre consommation et que nous puissions développer dans le pays ce que j'appelle une industrie agroalimentaire complète, c'est-à-dire nous produisons le maïs, le manioc, la tomate ou tous les produits donc vivriers, tous les produits agricoles. Nous les transformons localement en les mettant dans des boîtes de conserve ou bien dans les sachets pour que nous puissions assurer d'abord la consommation de toute la population congolaise. Comme vous savez, nous sommes aujourd'hui 100 millions de Congolais. C'est un grand marché. Tout le monde nous envie, donc envie notre marché. Nous devons saisir déjà l'opportunité de satisfaire à notre propre marché en fournissant donc les biens de consommation produits donc localement. Maintenant, une fois que nous avons satisfait à l'autosuffisance alimentaire, l'excédent de production pourrait être exporté vers d'autres pays africains. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous faisons partie d'Afrique centrale. Et en Afrique centrale, il y a des communautés économiques, telles que la CPGL, la communauté économique des pays des Grands Lacs, ou bien la communauté des États d'Afrique centrale, qui prônent la libre circulation de biens, mais également des services. Mais également au niveau continental africain, il y a ce qu'on appelle la zone d'échange continentale, de libre-échange. Cette zone-là prône la libre circulation donc, des biens à l'intérieur donc, du continent africain. Donc, si nous produisons au Congo, nous pouvons vendre à 1,4 milliard de personnes qui sont des Africains. C'est un gros marché que nous pouvons saisir. Et si nous allons à la conquête de son marché avec des produits congolais, c'est que nous aurons créé des emplois pour le peuple congolais. Donc, la vision que moi j'ai, c'est que l'agriculture, l'élevage, la pêche deviennent un secteur important pour promouvoir le développement économique du pays et créer des emplois pour le peuple congolais. Maintenant, ça se marie avec l'idée qu'il y avait à construire le parc agro-industriel de Bokangalonzo qui devait en quelque sorte mécaniser l'agriculture, produire plus pour la consommation locale et pourquoi pas donc pour l'extérieur. Mais quelle a été la surprise quand j'ai vu la visite du Premier ministre Ilunga Ilunkamba, que je salue au passage parce que il pense que je suis totalement contre lui et je suis contre lui sur certains aspects. Mais sur cet aspect ici, il a visité le parc agro-industriel. J'ai salué cette initiative et il nous a montré qu'il y a eu des investissements énormes faits par la RDC pour acheter des équipements, pour mécaniser l'agriculture. Et ces investissements sont littéralement abandonnés. On a vu des gros engins qu'on a cannibalisé, on a enlevé des moteurs pour aller mettre sur, je ne sais pas, des pirogues pour faire autre chose, alors que l'objectif initial était de développer l'agriculture. Moi, je voudrais que nous puissions demander des comptes à ce Premier ministre qui a géré le pays pendant cette période, Matata Ponyo, et qui a laissé l'occasion de mauvaise utilisation donc, des ressources publiques, 250 millions de dollars engloutis dans ces équipements et on les abandonne par la suite. Nous voudrions entendre Matata Ponyo, pas devant moi, mais nous voudrions l'entendre devant la justice, devant la barre, qu'on le juge. Parce que j'ai vu qu'il publie des tribunes pour se justifier. Ce n'est pas dans les journaux qu'il faut se justifier. Il faut que la justice congolaise s'implique, qu'on le convoque au tribunal, qu'il donne des explications et surtout que pendant cette période qu'il a dépensé 250 millions de dollars pour Bokangalonzo pour ne rien produire. Curieusement et miraculeusement, il a construit une université dans son village d'origine, donc à Kindu-Maniema. Qui bénéficie d'ailleurs de la population. Qui bénéficie à la population, mais nous voudrions qu'il y ait de la transparence dans la gestion des fonds publics. Si vous êtes Premier ministre en charge de gérer les biens publics, vous les gérez publiquement avec toute la transparence qu'il faut. Mais si vous détournez les fonds publics pour construire vos universités privées et commencer à gagner de l'argent sur les universités privées, c'est vrai que ça bénéficie à la population. Mais la population pouvait aussi bénéficier de beaucoup plus que ça parce qu'il faut que les gens comprennent. Si cette université est publique, ça veut dire que le bénéfice qui est généré en gérant l'université doit être réinvesti dans l'éducation. Ça bénéficie beaucoup plus à la population encore doublement. Tandis que si une université donc est privée, le bénéfice qui est généré avec les frais de scolarité que payent les étudiants, sont dans les poches privées de Matata Ponyo.
Donc c'est ça la différence. Donc il faut qu'il y ait de la transparence dans la gestion des fonds publics. Et moi je demande que Matata Ponyo soit amené devant la barre, devant la justice, pour qu'il puisse expliquer où il a trouvé de l'argent pour construire l'université privée au moment où il a pu faire disparaître 200 millions de dollars qui étaient destinés à la construction de Bukangalonzo qui se trouve aujourd'hui être abandonné. Et donc là, par là, vous estimez que Matata Ponyo a détourné cet argent qui était destiné à l'exécution de Bukangalonzo et il a pu se construire une université privée. Ce sont des hypothèses. Il faudrait maintenant que la justice fasse son travail pour arriver à prouver un cas tout comme dans l'autre. Ce que je dis là, c'est ce qui se dit dans la population congolaise. Donc, je voudrais que la justice fasse son travail, qu'on invite M. Matata et qu'il soit présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit prouvé coupable, qu'il justifie l'utilisation des fonds alloués à Bukangalonzo et pourquoi Bukangalonzo a échoué, et qu'il justifie aussi la construction d'un hôpital, et d'une université, beaucoup d'autres activités donc à Kindu-Maniema pendant la même période. D'où sont venues ces ressources-là? Nous voulons juste connaître la vérité. Une fois qu'il aura donné donc ces clarifications et qu'on trouve qu'il a peut-être utilisé donc l'argent qui venait de sa propre poche, nous allons applaudir. Mais si on trouve qu'il a fait le mélange entre les biens privés et les biens publics, en ce moment-là, vous savez que le chemin de Makala est ouvert pour tout le monde. Ce n'est pas simplement pour... C'est ça l'état de droit. Il faudra donc qu'il puisse rendre compte de ses actes. Alors merci Dr Noël Tiani. Nous allons aborder les cas de la CENI. Il y a 13 parlementaires qui ont eu l'initiative de bien vouloir approcher toutes les classes politiques justement pour une évidente réforme de la CENI. Pensez-vous que c'est une bonne démarche ou on a encore beaucoup à faire par rapport à ça? Nous devons, en tant que Congolais, reconnaître que la CENI qui nous a organisé les élections de décembre 2018 n'a pas fait un bon travail. Il y a eu des résultats qui étaient très critiquables, très contestables. Il y a eu des gens qui ne devaient pas être élus, mais qui ont été déclarés vainqueurs. Là, vous parlez de Félix Antoine Tshisekedi? Non, je ne parle pas de ça. Je vais parler de ça après. Mais je parle donc des députés, mais également des sénateurs. Ok. Vous savez qu'il y a des sénateurs qui ont été nommés ou qui sont arrivés là-bas grâce à la corruption. Et tout le monde savait très bien que le système que nous avions, où les sénateurs sont élus par scrutin indirect plutôt que scrutin donc direct. Ils ne sont pas élus directement par la population. Il suffit d'être opté par 4 ou 5 députés provinciaux pour que vous deveniez gouverneur de province ou bien que vous deveniez sénateur. Et moi, j'ai été contacté par des députés provinciaux qui me disaient « Donnez-nous l'argent, on va faire de vous sénateur ». Et je leur avais dit combien? Il m'a dit oh, 500 000 $, des choses de ce genre-là. Et je leur avais dit je ne le ferai pas. Donc si vous arrivez dans un poste de ce genre par le truchement de la corruption, vous êtes otage de ces gens qui vous ont mis là-bas. C'est pour ça que vous assistez aujourd'hui à des destitutions continues des provinces, des gouverneurs des provinces qui n'ont pas délivré, pas sur les promesses faites à la population, mais qui n'ont pas délivré sur les promesses faites à ceux qui les ont mis là-bas comme gouverneurs. Donc notre système présente donc des incitations qui ne sont pas très constructives pour le développement du pays. Par conséquent, je souhaiterais que la CENI soit restructurée. Pour qu'elle soit restructurée, toute initiative donc est bonne. Il faut qu'on puisse regarder qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'on puisse baliser le terrain, qu'on fasse les réformes structurelles, institutionnelles importantes pour que notre CENI devienne l'organe crédible d'organisation des élections, pour que quand la CENI organise des élections et programme des résultats, pas de contestation. Il peut y avoir 1 ou 2% des gens qui contestent, mais pas tout le monde qui conteste et qui dit que les résultats donc sont faux. Donc, je suis d'accord avec le processus amorcé pour restructurer la CENI. Et je suis d'accord aussi qu'il faut restructurer la CENI avant de désigner les animateurs de cette institution-là. Maintenant, toute initiative est bonne. Au niveau de la réflexion, moi je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Moi, personnellement, avec un groupe d'amis, nous nous sommes réunis, qu'on appelle un groupe de 10. Nous nous sommes réunis et nous avons examiné comment la CENI fonctionne, comment la loi électorale et qu'est-ce qu'il faut changer non seulement dans la loi électorale, mais également la CENI, mais également dans la Constitution pour permettre qu'on ait des élections crédibles. Donc, on n'a pas encore livré les résultats donc, de ce diagnostic-là que nous avons fait dans notre groupe de 10, mais j'estime que ce sont des choses importantes que le pays doit pouvoir prendre en considération. Si nous mettons nos déclarations ou les conclusions de notre diagnostic sur le marché,
il faut que tout le monde en tienne compte, tout comme aussi le groupe des 13. S'il a mené des réflexions et qu'il met des propositions sur le marché, il faut qu'on en tienne compte et qu'on sache qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Donc, tant que cet exercice-là est mené par les Congolais, moi, je suis tout à fait pour cette initiative. Alors, merci, docteur Tiani. Nous sommes presque à la fin. Alors, avant de finir, je voulais avoir votre avis par rapport à la coalition FCC Cash. Pensez-vous aujourd'hui que cette coalition bénéficie ou ces actions bénéficient entièrement à la population congolaise? Avant de parler de la coalition FCC Cash, il faudrait que je parle dans le cadre de l'initiative de réforme de la CENI, de ce forum-là qui s'y tient sous l'initiative avec de le Bob Kabamba. Oui. D'abord, je voudrais déclarer, pour éviter des conflits d'intérêts, je voudrais déclarer que Bob Kabamba, c'est un ami. Donc, il est professeur à l'université de Liège et moi, je suis sorti de l'université de Liège. Quand je m'en vais à Liège, Bob Kabamba m'invite à manger avec lui. Donc, nous sommes des amis, on se connaît sur ce point-là. Cela étant, je considère que l'initiative de réforme de la loi électorale touche à la souveraineté d'un pays. Il n'appartient pas à une université étrangère de pouvoir s'immiscer dans les affaires intérieures d'un pays comme la RDC, et surtout quand on connaît l'historique des relations entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Donc le cadre n'est pas approprié. Le cadre me paraît tout à fait suspicieux. Pourquoi? Parce qu'on connaît comment on avait rédigé la constitution de la RDC, toujours l'université de Liège qui était impliquée. Oui. On connaît comment Louis Michel et tous les autres étaient impliqués dans tout ce processus-là, et ce que nous avons aujourd'hui, comment on nous a fait croire, comment Joseph Kabila était le meilleur président de la République et l'humanité pouvait produire, et les résultats que nous avons aujourd'hui. Avec tout ça, moi je crois que pour des raisons de souveraineté, il est peut-être mieux que les étrangers nous donnent des conseils, mais qu'ils nous laissent libres de pouvoir organiser la réforme de la CENI et le choix des dirigeants de la CENI. Quelle est l'institution appropriée pour le faire aujourd'hui? Les Congolais peuvent le faire. Vous avez parlé tout à l'heure de l'initiative des 13 parlementaires. Je vous ai parlé de l'initiative des 10 personnalités que moi et d'autres personnes nous avons mises en place. Il y a d'autres groupes, je dirais même le Parlement. Si le Parlement, au sein du Parlement, même si c'est un Parlement que je considère comme étant inefficace, non crédible, il y a des particularités des individus à l'intérieur qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, qui proposent des réformes. L'institution, gouvernement ou présidence de la République pourrait prendre l'initiative aussi. C'est pour cela qu'on les paye et qu'on leur paye de gros salaires. Donc, je crois que tout Congolais peut prendre des initiatives dans ce domaine-là. Il n'est pas tout à fait acceptable que nous, les Congolais, on croise les bras et qu'on attende que les étrangers viennent ou des universités étrangères viennent pour nous donner des solutions aux problèmes auxquels nous ne pouvons pas trouver de solutions. Donc, on ne peut pas trouver de réponse. Et je vois même qu'il y a des ambassades étrangères qui s'activent un peu plus qu'il en faut pour un pays souverain. Je voudrais que les Congolais se réveillent. Nous ne pouvons pas continuer à être une dépendance de quelques puissances étrangères, de quelques pays étrangers. Nous devons prendre notre destin en main. Et ceux qui courent toujours derrière les ambassades, à mon avis, ce sont des compatriotes qui sont très dangereux pour la stabilité à long terme de notre pays et qui vont toujours continuer à être des marionnettes. Je refuse ce chemin-là. Alors, merci. Pour finir avec vous, docteur Noël Tiani, je vous ai posé la question de savoir quel est le bénéfice de la population congolaise vis-à-vis de la coalition FCC Cash. Je ne vois pas tellement de bénéfices pour l'instant, étant donné que cette coalition, qui est d'ailleurs une nébuleuse, a dit qu'après les élections de décembre 2018, Félix Antoine Tshisekedi a gagné la présidence de la République, mais de l'autre côté, ses copains du FCC se sont arrangés pour se donner ce que j'appelle des majorités fictives au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, au niveau des assemblées provinciales et au niveau des gouvernorats des provinces. Maintenant, on se serait attendu qu'après qu'ils aient formé la coalition, que le pays commence à tourner rapidement, correctement, comme il se doit. Ça, ce n'est pas n'importe quel pays. La RDC, c'est un pays qui a besoin de grosses réformes structurelles et de réformes institutionnelles. Donc, on a besoin d'un chef d'État qui a la liberté d'action. Nous constatons avec regret que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, malgré la bonne volonté, se trouve buté à un mur. Pourquoi? Parce que chaque décision à prendre, apparemment,
il doit y avoir des concertations avec son copain de Kingakati. Et nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous considérons que ce système-là paralyse le fonctionnement normal du pays et nous devons y mettre fin. Pour mettre fin à ce système, apparemment, il faut dissoudre la coalition. Et cette coalition, d'abord, je suis choqué qu'en tant que pays, le seul document qui doit nous lier tous et nous lier à nos dirigeants, c'est la Constitution. On semble pouvoir mettre la Constitution en deuxième position. Et en première position, il y a un accord secret entre deux individus ou deux familles politiques, un accord qui est inconnu du peuple congolais et qui nous lie. Mais c'est très grave dans une démocratie. Donc, moi, personnellement, je pense qu'il est temps de mettre fin à cette coalition pour que, s'il faut réorganiser des élections, il faut le faire. Mais qu'on mette fin à cette coalition, à cette nébuleuse-là, pour que les choses soient faites de façon transparente, pour que, éventuellement, le chef de l'État réorganise les élections, ou bien le pays réorganise les élections, et que, s'il se donne une majorité, qu'il gère le pays avec cette majorité-là. Mais, dans les conditions actuelles, je crois que le pays est bloqué. Merci beaucoup, Dr Noël Tchani, d'avoir accepté notre invitation sur Elite Télévision. Mais c'est mon devoir de venir ici. Quand j'ai entendu que c'est une télévision des élites, oui, je me suis dit, mais je suis content d'être sélectionné pour venir parler ici. Vraiment. Parce que vous n'êtes pas n'importe quelle télévision. Vous êtes une télévision qui fasse beaucoup de sens et qui sollicite des opinions, des gens qui puissent éclairer la lanterne donc, de la grande majorité de notre population. Encore une fois, je vous remercie. Merci beaucoup.